faites attention, planquez-vous, ça va être un grand vent glacial et ça n'a pas loupé, quoi. Les fonds commençaient à bégayer, on a fait une grosse restructuration. J'ai eu une grosse phase où j'étais un robot qui devait sauver la société. Bonjour Axel. Salut Nelly. Comment vas-tu? Ça va très bien toi? Ouais, je vais prendre ton ticket. J'ai le ticket. Allez, t'es Merci. parti pour embarquer? C'est parti. J'ai le ticket de Sherazade aussi avec nous aujourd'hui. Allez. Sherazade, est-ce que tu veux expliquer un petit peu ce que tu fais ici? Oui, alors je suis avocate au barreau de Paris depuis 6 ans, en droit des entreprises en difficulté ou restructuring. Voilà, donc aujourd'hui c'est un format assez original où tu viens raconter ton histoire et on a un expert qui vient donner des clés pour comprendre un peu mieux les moments difficiles, les moments plus heureux. Comment rebondir? C'est ça. Super. Axel, est-ce Ouais. que tu es prêt? Totalement prêt. Est-ce que tu es un adepte des roller coasters? Ça dépend. Ceux-là, ça va. J'aime pas les trucs comme ça, là. Mais D'accord. ceux-là, ça va. Quand c'est comme ça, Ouais, un peu moins. j'ai reçu ton dessin. Donc, quelle a été ta sensation quand tu as refait l'histoire de ta vie sur une feuille A4? Déjà, j'ai trouvé l'expérience hyper cool. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas dessiné. Vraiment très longtemps. Mais du coup, ouais, non, c'était hyper sympa. Ça a permis de se remémorer les bons et les mauvais. Il y a beaucoup plus de mauvais que de bons, d'ailleurs, souvent. Mais on se rappelle que des bons, c'est ça qui est important. Donc ouais, non, j'ai adoré l'exercice. Donc, on est prêt. On commence par le démarrage dans un landau. 1992. Quelle originalité. Ah, c'est incroyable. Effectivement. Tu fais comme Non, les autres. Ouais. Non, du coup, oui, naissance en 92. Bon, toute cette partie-là, avant du coup ce gros globe, c'est assez classique. Enfin, j'ai eu une enfance très heureuse. Moi, je suis né en Corse et j'ai déménagé très tôt en région parisienne. Le J'ai choc eu des une en- cultures. Ouais, exactement. Et surtout le choc des météos. Ça, c'est le pire, je pense. Mais du coup, ça s'est très bien passé. Enfin, franchement, j'ai eu une super enfance. Un père entrepreneur, je pense, qui m'a... Alors, rien à voir dans le bâtiment, mais qui m'a donné le goût très, très tôt. J'ai commencé à monter des business à 14 ans. Je vendais des trucs, des meubles. Donc, j'ai eu très tôt ce goût-là. Et naturellement, j'ai fait un parcours assez classique, une prépa, une école de commerce, etc. Donc, voilà. Et c'est un peu à ce moment-là que tout a commencé. Donc, une enfance plutôt heureuse. Et le globe qui prend toute la place. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a pris une grosse place dans ma vie, en réalité, en tant qu'homme et en tant qu'entrepreneur. C'est le tournant de ma vie, ce tour du monde. J'ai eu la chance c'était une expérience qui était humainement incroyable. J'ai rencontré plein de monde. En fait, j'étais à l'école à ce moment-là. Pour la petite histoire, c'était... en fait, quand on est en école de commerce, on est un peu obligé de faire un échange à l'étranger. C'est les notes de première année qui comptent pour choisir sa destination. Donc ceux qui ont les meilleures notes choisissent en premier leur destination. Les premiers choisissent souvent l'Australie, l'Amérique du Sud, etc. Moi, j'avais rien fait en première année puisque j'avais fait la prépa, j'avais beaucoup travaillé. Donc la première année, j'étais dit « Ok, je sors, c'est tout ce que je fais ». Et du coup, je crois que mon échange, c'était la Roumanie ou un truc comme ça. C'est pas que j'aime pas la Roumanie, mais quand tout le monde part en Amérique latine, en Australie, etc., on espérait autre chose. Et du coup, avec un ami à moi, on a créé un projet qui était destiné à mettre en lumière le réseau des alumni, donc des diplômés de notre école, qui étaient expatriés dans le monde entier, pour aider les étudiants à s'expatrier. Et du coup, on a proposé un projet à notre école qui est de faire un tour du monde des diplômés. Et donc, qui était de base pas une arnaque, mais bon, c'était un petit truc C'est bien de le préciser. un petit truc de filou. Et finalement, c'est l'école qui nous a subventionné pour le faire à moitié. Donc, ce qui est encore plus ouf, parce qu'on s'est retrouvé d'un des pires échanges au meilleur. Et au-delà de l'aspect du coup professionnel, parce que j'ai rencontré des entrepreneurs partout, des profils ultra différents, des gens à qui je parle encore aujourd'hui. Humainement, ça m'a totalement changé en tant qu'homme. C'est bateau de dire ça, mais c'est la réalité. Je suis devenu plus patient, beaucoup plus de recul sur moi-même. Et je pense que je ne serais pas l'entrepreneur que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce voyage-là.
Et c'est aussi ce qui m'a donné l'idée d'Ulysse. Donc c'est clairement le tournant de ma vie. C'est pour ça que ça prend autant de place sur le, Oui, c'est vrai que ça prend sur le toute dessin. la place. Exactement. Donc, tu as commencé par un tour du monde qui a duré combien d'années? Qui a duré 1 an. Un Enfin, an. un peu moins d'1 an. D'accord. Et tu es parti du coup dans quelle destination? On a fait. Du coup, les destinations étaient très axées sur là où se situaient les diplômés. Il y a des endroits que j'aurais adoré faire, mais c'était dur de le vendre à l'école vu qu'il n'y avait personne là-bas. On a fait le Moyen-Orient, toute l'Asie, vraiment quasi 100% des pays d'Asie, l'Australie et les États-Unis. D'accord. Donc j'ai pas fait l'Afrique, j'ai fait très peu d'Europe et j'ai fait très peu d'Amérique latine aussi. Et c'est pendant ce voyage-là que tu as eu l'idée d'Ulysse? Exactement. En fait, on a réservé beaucoup de billets d'avion forcément pour aller de continent en continent ou de pays en pays quand on n'avait pas le choix. Et à chaque fois, je trouvais que c'était un enfer. Enfin, il y a de la pub, des infos partout quand on réserve un billet d'avion. Les prix changent tout le temps, on ne comprend pas trop pourquoi. Les services clients sont inefficaces au possible. Et en parallèle de ça, moi, je m'intéressais déjà beaucoup aux produits, au design, à la tech en général. Et il y avait une boîte qui s'appelait Capitaine Train à l'époque, qui est maintenant, qui s'est fait racheter par Trainline ensuite, et que j'adorais, puisque finalement, ils vendaient des billets de train juste en le faisant mieux. C'est tout ce qu'ils faisaient en réalité, même si c'est beaucoup, avec un produit plus simple, un service client qui était ultra efficace, parce que la SNCF n'était peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, et certainement grâce à eux d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, c'est ouf qu'il n'y ait pas de capitaine train des billets d'avion qui existe, alors que tout le monde galère à acheter ses billets d'avion, tout le monde ne se fait pas arnaquer, mais on a beaucoup de mauvaises expériences. Autour de moi, tout le monde, c'était le cas. Donc voilà, c'est parti de ça. D'accord. Donc là, tu te lances dans l'aventure. Ouais, Tout seul? Non, en fait, quand je suis revenu, j'ai tenté de monter une première boîte quand j'étais à l'école, à la fin de mon école, qui était nulle. Donc en réalité, ça n'a pas marché. Mais j'ai fait pas mal d'erreurs à ce moment-là, notamment sur mon associé. J'avais pris le premier dev venu parce que sortant d'école de commerce, trouver un profil technique, c'est toujours compliqué. Mais c'était quelqu'un avec qui j'avais pas d'accroche humainement et mine de rien, son associé, on le voit plus que sa copine, quoi. Donc il faut quand même qu'il y ait une base qui soit assez solide, sans pour autant être ami d'ailleurs, parce que c'est pas forcément obligatoire. Et du coup, j'ai rencontré Lancelot, mon associé, dans un bar, quelques temps après, par hasard. En fait, le barman mettait 107 ans à nous servir, on a commencé à se parler. Moi, j'avais commencé à travailler sur des designs d'un site pour réserver mes propres billets d'avion. Et il m'a dit, bah, vas-y, envoie-les-moi demain et tout. Et du coup, je lui ai envoyé. Et un jour après, tout ce que j'avais fait en maquette, il l'avait transformé en site, en 24 heures, même pas. Donc déjà, je me suis dit, il est chaud. Il est très fort. Et après, on s'est revus et ça a matché humainement. Et moi, j'avais commencé un job 6 mois avant, après mon école. Et du coup, j'ai rompu ma période d'essai. Quand on a lancé la première version, on a eu un début de traction et on s'est dit, bon, moi, j'arrête, on y va à 100%. Et du coup, j'ai fait 6 mois de salariat dans ma vie pour l'instant. Et voilà, quoi, c'était parti. Ça, c'était en fin 2017. D'accord. Donc là, l'aventure commence. Exactement. Et vous vous lancez tous les deux en fonds propres finalement? Ouais, on a mis 2 000 € chacun. Ok. Voilà. Et on a mis 2 000 € chacun. J'ai eu la chance d'avoir une ex qui me payait mon loyer à ce moment-là, d'ailleurs, que je remercie. Que j'ai remboursé, d'ailleurs, avec le temps. Mais ouais, non, ça m'a pour le coup bien aidé. J'ai eu de la chance là-dessus. Mais effectivement, on était deux, un peu insouciants avec le recul, parce que c'est un marché où il n'y a que des mastodontes avec des centaines de millions. Enfin, c'est Expedia, GoVoyage, Skyscanner, enfin, vous les connaissez tous. Et il y en a, pire, c'est qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 10, des comme ça. Et du coup, on se lance de manière assez insouciante, mais finalement, persuadé aussi que c'est le fait qu'on soit sur un marché qui soit si immense, avec des acteurs si gros et qui a un pain aussi important pour les voyageurs, qu'il y a quelque chose à faire. Donc il y a de la place pour tout le monde. Au moins pour un autre acteur qui axe vraiment sur l'expérience client. Et finalement, je pense qu'on a réussi à faire notre nid de cette manière-là, quoi. Donc là, on sort de la planète. On sort de la planète. Ouais. Avec une ascension, des spotlights sur plein de petits personnages. Ouais. C'est l'équipe qui grandit. Exactement. En fait, on a suivi un peu la trajectoire, on va dire, classique La Startup Nation. Ouais, on était à Station F, on a levé avec Jean de Kima, enfin voilà, les trucs vraiment clichés, mais un peu classiques finalement.
et d'une boîte qui était, on va dire, un peu hype à ce moment-là, etc. Enfin voilà, on était invités partout, la croissance était incroyable, etc. Donc on lève même, enfin on a le Covid déjà qui nous massacre un peu, mais de par notre positionnement, on arrive à s'en sortir extrêmement bien, parce que c'est une période pendant laquelle les gens avaient plus confiance. Les gens avaient peur. Donc finalement, le fait d'avoir un excellent service client, des gens, un humain qui te parle, qui règle ton problème rapidement, bah, fait qu'on est ressorti de 2020 déjà en croissance, alors qu'on n'a pas vendu de billets pendant 6 mois, et avec beaucoup plus de clients qu'on en avait avant. Donc ça a été presque bénéfique pour nous, en réalité, le Covid. Alors là, c'est un peu inexpliqué par rapport à la période, parce qu'on se dit le voyage, le transport, ça a été... Bah, sur le coup, ça a été dur, parce que on est passé nos meilleurs mois de vente à 0. Donc humainement, c'est dur. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait du coup levé, entre autres, avec Kima et d'autres business angels pas très longtemps avant. Donc on avait de quoi voir venir. On avait fait quand même de beaux chiffres avant. Donc ça allait à ce niveau-là. Mais ouais, fallait être réactif, et on avait la chance d'être petit. Donc à ce moment-là, nous, on s'est permis de faire des coms un peu marrantes, de continuer à communiquer du coup. On est beaucoup plus agile, donc quand on était, notamment on avait sorti un site qui s'appelait, je ne sais même plus comment il s'appelait en vrai, mais qui donnait en fait les ouvertures de frontières, fermetures, etc. en live, parce que les gens recherchaient absolument où est-ce qu'ils pouvaient aller. Parce que toi, tu étais déjà sur un marché global, international? Non, non, du tout. On était très francophone, mais finalement les Français voulaient savoir où est-ce qu'ils pouvaient partir, etc. Et je crois qu'on était premier sur Google sur réouverture de frontières. Non pas qu'on soit fort en SEO d'ailleurs, mais c'est juste qu'on est plus agile que les autres en fait. On était petits. Forcément, quand un Expedia ou un GoVoyage se prend un Covid, bah, eux ils ont très très mal, quoi. Enfin beaucoup plus mal que nous. Donc on avait la chance d'être petits quand c'est arrivé. Et vu qu'on a bien géré cette période, bah, on a plusieurs fonds qui nous ont approchés juste après, en 2021. Et on a signé avec l'un d'eux, donc First. On a fait une levée de 4 millions d'euros. Nos historiques ont remis aussi. Et là, bah, c'est pour ça que c'est un peu le haut, dans le sens où on recrutait des top profils. On avait la DG France de Trendline, du coup, qui nous avait rejoint en tant que CEO. Enfin, vraiment, on avait une top équipe. On était une trentaine. La croissance était incroyable. On faisait 30% de croissance par mois. Donc là, c'est le moment en tant qu'entrepreneur où tu commences à te dire Bah, ça monte, on ça a monte. cette impression. Ouais. En fait, c'était l'impression qu'on en avait, alors avec le recul, et c'est pour ça que je l'ai fait de cette manière-là, le dessin, avec les projecteurs et tout, c'est que la réalité, c'est que c'est un peu ce qui a causé notre perte après. Parce que je pense qu'on ne dépensait pas assez intelligemment, on a trop recruté, ce que faisaient toutes les boîtes. Ce que faisaient toutes les boîtes. Et pourtant, je ne pense pas qu'on était les plus dépensiers, notamment en marketing par exemple ou autre. Mais c'est un peu ce qui a causé notre perte, je pense, quand on a voulu faire la Série A. Déjà, le timing était horrible parce que c'est au moment, c'était en mai 2022. En fait, sur les 6 premiers mois de 2022, la croissance, elle était incroyable. On avait une équipe qui était vraiment avec beaucoup de talent, je pense, par rapport au stade où on était. On avait une équipe plutôt post-Série A que pré-Série A. Et du coup, les discussions avec les fonds se passaient bien. On était assez confiants. On parlait d'une levée entre 10 et 20 millions. Enfin, on suivait la voie royale depuis le début, quoi. Et sauf qu'on était peut-être un peu trop confiants à cause de cette période-là. Et je me suis mis à commencer la levée, je crois, en mai, en me disant avant l'été, ça va être bouclé en 2 mois, vu les chiffres qu'on a, l'équipe, etc. Et c'est au moment où il y a eu un peu le revirement de marché. Y Combinator aux États-Unis qui dit à ses startups faites attention, planquez-vous, ça va être un grand vent glacial, et ça n'a pas loupé, quoi. Les fonds commençaient à bégayer alors que ça se passait très bien, etc. Toi, chez Razad, justement, juste ouais. par rapport à ça, tu sens que les entrepreneurs, dans ces levées de fonds, ils sont un peu, entre guillemets, déconnectés entre cet investissement qui t'arrive dessus et la gestion de l'investissement. Tu le ressens, toi, dans les dossiers que tu as? Oui, tout à fait. Et effectivement, cette levée de fonds, elle est cruciale pour les startups. Et malheureusement, parfois, c'est un échec, pour différentes raisons. Et donc, dans ce cas-là, il faut agir tout de suite. Donc, ça peut
passer par une restructuration. Il faut avoir en tête que la restructuration peut être positive aussi. Donc, ça peut être par exemple pour améliorer la croissance, la productivité. Et puis, ça redonne aussi, on va dire, un coup de boost pour les salariés. Ça peut aussi améliorer leur productivité. Donc, il ne faut pas rester sur une image négative et donc essayer de rebondir parce que c'est tout à fait possible. Parce que finalement, bon, la levée de fonds, quand tu fais une levée de fonds, tu es plutôt dans un engouement, dans juste ce que tu disais, c'est recruter, embaucher, dépenser dans le marketing, Et etc. c'est ce qu'on te demande. Hein. Et c'est ce qu'on te demande de faire, sauf que tu n'as pas forcément de garde-fou, entre guillemets, qui te dit attention, à un moment donné, le cash burn, ça peut aller très vite. On a des garde-fous déjà parce que gérer une entreprise, il y a un aspect financier forcément, enfin même uniquement de base. C'est la réussite d'une entreprise, c'est une réussite financière. Il y a les investisseurs aussi qui sont derrière, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je pense que le curseur, et tout le monde l'a vu maintenant, parce que c'est plus du tout le même aujourd'hui, à l'époque, le curseur, il était pas bon, quoi. Et pourtant, je pense pas qu'on était encore une fois les pires. Mais on était sur un marché tellement difficile, qu'un business de volume avec des faibles marges, etc., que ça ne pardonne pas. Et en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. On a fait une grosse restructuration. On avait le choix, du coup, au moment de la Serie A, de passer l'été et de se dire on la retente après. Mais on ne savait pas comment être... Enfin, si ça se trouve, la situation allait être encore pire après l'été. Donc l'autre chemin, c'était on va à la rentabilité. Il y a très peu de chances qu'on y arrive, parce qu'on était encore une fois sur un marché très compliqué, on en était loin, et ça nécessitait de faire une grosse restructuration, et c'est le choix qu'on a fait, quoi. Et ce qui explique pourquoi les gens tombent, malheureusement, c'est que on s'est séparés en une journée de 16 personnes, soit 2 tiers de l'équipe à peu près. Donc ça a été hyper dur humainement, forcément. C'était ton rôle ? Ouais, on l'a fait, on s'est répartis avec Lancelot, mon associé, les meetings en une journée, et à la fin de la journée, on avait un meeting avec tout le monde, en sachant qu'il faut remettre dans le contexte, c'est des gens qui, on faisait 30% de croissance par mois depuis 6 mois, on leur annonçait qu'on allait probablement lever entre 10 et 15 millions d'euros, et là, c'est les 3 quarts de la boîte partent. Donc c'est un choc assez violent, quoi. Juste avant les vacances d'été, bon courage, quoi. Et Sherazade, ça, justement, sur la communication vers les équipes dans ces moments-là ? Ouais, il faut jouer la transparence. Je pense que c'est essentiel. Ce sont des choses, malheureusement, qui arrivent, mais ce qui compte, c'est l'intérêt de l'entreprise, sauver l'entreprise, justement. Et ça peut malheureusement passer par des décisions comme celle-ci, mais c'est primordial pour pouvoir continuer dans la pérennité de l'exploitation. C'est pas facile, hein. C'est des moments là où tu es un peu seul face à toi-même. Et je pense que tu as raison, surtout sur l'aspect communication, qui finalement se fait même pas d'ailleurs que le jour J. Parce que je pense que la façon dont on a traité notre équipe pendant les années précédentes a énormément joué sur le fait que ça se passe bien à ce moment-là. Globalement, alors qu'on s'est séparé de beaucoup de monde, on n'a eu aucun problème. Les gens ont été méga compréhensifs. Parce qu'ils aimaient la société. Je pense qu'ils nous aimaient aussi dans un sens, parce qu'on les avait traités correctement, etc. Donc c'est, je pense, l'accumulation de tout ça qui a fait que ça s'est très bien passé. Au-delà du fait que c'était très difficile, hein. Moi, le dernier appel, j'ai pleuré, quoi. J'arrivais plus à parler, donc, parce que c'est des gens avec qui on construisait quand même quelque chose de grand. Ça reste une start-up, on se voit très souvent, etc. Donc, il y a une notion familiale quand même qui se crée dans les petites structures. Qui est d'ailleurs parfois dur à... Ouais. Est-ce qu'on est potes? Est-ce que je suis ton boss? Alors parfois c'est assez dur à trouver le bon équilibre. Au début j'ai eu du mal à trouver le bon équilibre, mais ouais. Et donc là, cette chute abyssale, en gros, tu la gères aussi via les réseaux sociaux, via LinkedIn. Tu communiques à l'extérieur, cette image de toi, tu arrives à la transposer au grand public. En B2C, en plus, vous êtes en grand public, donc comment tu gères ça, justement ? J'ai mis du temps avant d'en parler, parce que j'ai eu une grosse phase où j'étais un robot épuisé, d'ailleurs, mais qui devait sauver la société. Donc ça passe par plein de restructurations au niveau des process. Enfin, franchement, c'est 2 manières de monter une boîte totalement différentes. De créer une boîte pour faire de la croissance et de créer une boîte pour être rentable. C'était totalement différent, donc on a tout changé, très honnêtement.
Et jusqu'au moment où, d'ailleurs, je pense que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai pris aucune vacances, j'ai arrêté de voir mes potes, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de voir ma famille, j'ai fait que travailler le samedi et le dimanche, jusqu'à vriller totalement et à finalement craquer au bout de, je sais pas, 1 an. Quand on s'approchait du but, je pense que j'ai relâché un peu et finalement pendant 2 mois, j'ai pas travaillé parce que j'étais HS. Donc à ne pas faire. Je pense que c'est un marathon et je l'avais oublié. Mais une fois que cette période-là était passée et que je suis revenu un peu dans le game, on va dire, effectivement, j'ai ressenti le besoin d'en parler avec cette série de posts, notamment Road to Zero que j'ai lancé, qui parle finalement de notre route vers la rentabilité. J'essaie de le faire vraiment de manière très transparente. Je partage tous nos chiffres financiers sur LinkedIn. Mes investisseurs d'ailleurs ne voulaient pas. De base, ils disaient que c'était une mauvaise idée. Ils ont changé d'avis. Parce que franchement, d'une part, ça a apporté beaucoup de lumière sur la boîte et plein d'opportunités aussi, puisque finalement, les gens veulent nous aider, veulent qu'on y arrive, etc. Donc c'est assez intéressant, ouais. Et c'est vrai que moi, j'aime pas trop LinkedIn de base. Je trouve qu'il y a trop de bonnes nouvelles, alors que la réalité, c'est que la majorité de notre quotidien, c'est des mauvaises nouvelles. Et du coup, je voulais apporter ma patte un peu de cette manière-là. Parce qu'en réalité, un peu comme Roller Coaster finalement, c'est que la vie d'un entrepreneur, c'est des merdes majoritairement. Donc voilà, j'essaie de partager de manière hyper honnête, transparente. Et pour l'instant, ça marche, ça plaît, et surtout, ça sert Ulysse. Sherazade, cool. justement, cette communication de la conciliation qui est censée être confidentielle. Alors oui, en fait, penses-tu ? effectivement, parce qu'on passe à la conciliation, donc j'imagine que c'est la prochaine étape, effectivement. Normalement, c'est une procédure confidentielle. C'est tout l'atout de cette procédure. Donc effectivement, seuls les créanciers qui sont attraits à cette procédure le savent, pas les autres. Et en fait, le dirigeant a tout à fait la possibilité, lui, par contre, d'en parler. Voilà. Donc s'il le souhaite, c'est tout à fait possible. Il peut communiquer comme tu l'as fait sur LinkedIn. C'est une possibilité. Mais de base, c'est une procédure confidentielle. Et il y a beaucoup de sociétés qui le font, de parler publiquement. Parce que c'est vrai que quand je parlais à des gens, la plupart non. Mais... Non, la plupart non. Ouais. Bon, c'est logique en soi. Mais... Parce que c'est vrai qu'on a des... Enfin, du coup, j'avais demandé à beaucoup d'entrepreneurs qui étaient déjà passés par là des conseils. Et il y a certaines boîtes, d'ailleurs notamment en B2B, où le risque, par exemple, de perdre un client est tellement énorme d'un point de vue business qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est vrai que nous, de parler publiquement de ça, ça a joué un rôle positif, bizarrement, parce que finalement, ça a mis une certaine pression sur nos partenaires bancaires, dans un sens, parce que tout était public, je disais comment ça se passait, etc. Et finalement, ouais, ça a joué un rôle assez positif. Même, d'ailleurs, c'est une procédure qui est difficile humainement. Et moi, ça me mettait aussi dans un mood positif de parler, de voir que les gens juste me disaient « T'inquiète, tu vas y arriver ». Je pense que dans une période comme ça, qui n'est pas facile, on a aussi besoin de ça. Et donc, ouais, moi, ça a été plutôt positif d'en parler. Et finalement, donc, vous étiez tous les deux avec Lancelot. Pendant la conciliation, Oui. Lancelot a peut-être été là au premier meeting, mais sinon j'ai tout fait quasiment. Donc oui, Sherazade, généralement, c'est le mandataire social qui prend tout. Effectivement, Donc, en fait, c'est une procédure qui est volontariste. Donc uniquement le dirigeant peut solliciter l'ouverture de la conciliation. Donc ça ne peut pas être un créancier ou le tribunal ou le ministère public. Ni l'associé. Normalement, non, c'est le mandataire social, effectivement, donc le dirigeant de droit qui est sur le cabis, qui demande l'ouverture. Donc ça fait sous forme de requête. Et donc il y a un rendez-vous, ce n'est pas une audience, il y a un rendez-vous avec le président du tribunal. Et d'ailleurs, l'avocat qui assiste le dirigeant n'est pas en robe. C'est vraiment un rendez-vous informel. Et je comprends ce que tu dis justement sur le fait que le fait de communiquer sur LinkedIn, ça a peut-être joué en votre faveur et ça a peut-être donné entre guillemets un coup de pression aux partenaires bancaires, puisque le but de la conciliation, c'est de négocier avec ses principaux créanciers des délais de paiement, des échéanciers. Et donc, du coup, effectivement, ça les a peut-être contraints à se mettre autour de la table et donc à négocier avec vous. Ouais, c'était un peu comme la pression d'un média. Un peu. Comme les tweets, hein. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'était un peu ça. Hein. Et je pense que ça a marché. Bon, au-delà du fait que les banques croyaient en nous, croyaient au projet, etc., on avait montré quand même financièrement de tellement bons résultats sur les derniers mois, d'évolution, qu'il n'y avait pas de sujet sur le fait qu'on allait trouver un accord. Mais ça a aidé en tout cas. C'est une conciliation qui a duré combien de temps ? Le max, je crois que c'est 3 ou 4 mois. Alors c'est 4 mois, renouvelable 1 mois, donc 5 mois max. 4 mois, ça a duré.
pile poil d'ailleurs. Je crois qu'on a signé le protocole le dernier jour, quoi. Donc ouais, ça a duré 4 mois. Et franchement, c'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas, la conciliation. Alors que je trouve que c'est un process qui mériterait d'être vraiment connu. Bah, c'est pour ça qu'on est là. Ouais. Non, mais vraiment, parce que c'est préventif déjà, parce que c'est pas comme une procédure de sauvegarde où c'est préventif. C'est à part, enfin moi j'ai décidé de le rendre public, mais sinon ça ne l'est pas. Donc il y a toutes les raisons de le faire. Ça oblige finalement toutes les parties à se mettre autour de la table pour trouver un accord. La plupart du temps, je pense qu'il y a un accord qui est trouvé, qui est plus ou moins bon, mais du coup, il y a toutes les raisons de le faire quand on sent que ça peut être compliqué. Ça prend du temps, c'est lourd, etc. Mais souvent, enfin, je pense que la plupart du temps, on est content du résultat. Donc, ouais. En fait, ça se solde dans 70% des cas, plus de 70% des cas par un succès, donc par un accord justement avec les principaux créanciers. Et en fait, là, toute cette conciliation, notamment pour les startups, c'est le fait que les créanciers qui injectent de la trésorerie pour financer la pérennité de l'exploitation vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le privilège de conciliation, le privilège de new money, qui va leur permettre, si l'entreprise est ensuite placée en procédure collective, de bénéficier d'un rang de paiement privilégié. D'accord. Et donc c'est pour ça que c'est une procédure qui est aussi intéressante pour ceux qui veulent injecter de la monnaie dans le cadre d'une procédure confidentielle. Donc il faut en parler. Ouais. Ah non, très clairement. Je Ouais. pense que c'est vraiment une bonne procédure. Et donc finalement, donc, par rapport à cette première expérience qui a été difficile et lourde, est-ce que tu as fait un break ou tu es reparti sur le front directement? Parce que il y a un sujet sur la santé mentale du dirigeant quand même. Mais, vu que je prends un gros break là au mois d'août, j'ai pris que quelques jours très rapidement. Mais la raison aussi, c'est que j'ai beaucoup mieux géré, je pense, cette année. J'ai pas arrêté. Enfin voilà, j'ai un rythme en termes de sport. J'ai repris mes rythmes avec les mentors que j'ai, les coachs, etc. Donc ouais, non, j'ai pas recoupé, mais j'ai un bien meilleur rythme cette année que l'année dernière parce que j'ai appris l'année dernière, quoi. Et qu'est-ce que tu as changé dans ta stratégie? Je crois que c'est Steve Jobs ou toi, je ne sais plus, qui a... Plus Steve Jobs, force. Hein. En fait, on lance un nouveau produit, là en ce moment, qui est un produit d'ailleurs B2B2C, donc qui est un peu différent de ce qu'on a pu faire. C'est un produit auquel, honnêtement, je crois encore plus qu'Ulysse. La stratégie de go-to-market est 1000 fois plus simple qu'Ulysse. L'acquisition sur le marché avec Ulysse, c'est très compliqué. Encore une fois, on a des mastodontes en face de nous. Là, je pense qu'on est sur une bonne vague avec ce produit-là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est une deuxième boîte, tout en étant la même boîte. C'est ça qui est assez ouf. Et ce qui a changé, c'est que je pense une des erreurs qu'on a pu faire sur Ulysse au début, c'est qu'on était vraiment des dingues de produits. On voulait faire le meilleur produit du monde, etc. On voulait être reconnu pour ça. Moi, j'adore ça. Lancelot aussi. On était fans un des gars qui est aujourd'hui notre investisseur, Antoine Martin, parce qu'il pareil, il est très bon en produit. Enfin voilà, on avait envie aussi, par exemple, d'être backé par Kima, parce qu'ils ont cet ADN produit. Enfin, on était vraiment drivé par ça. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on est drivé par la distribution. Et effectivement, c'était Steve Jobs qui avait dit ça. C'est que les fondateurs qui montent leur première boîte, souvent, ils s'intéressent qu'au produit. Alors que quand ils montent leur deuxième boîte, ils s'intéressent à la distribution. Et parce que le produit est secondaire. Parce que le produit, s'il ne rencontre pas le marché et que tu ne sais pas comment il va rencontrer son marché, ça ne sert à rien d'avoir un bon produit. Et si ça se trouve, d'ailleurs, ça veut aussi dire que ton produit n'est pas si bien que ça. Donc de penser d'abord à la distribution avant le produit, finalement, c'est un truc qui a totalement changé chez nous. Et donc là, après avoir creusé la mine, Ouais. tu es remonté, là tu es en train de ramener le fourgon Ouais, doré. on est quasiment rentable déjà sur notre produit phare qui du coup sur la vente de billets d'avion, ce qui est vraiment très difficile, honnêtement, parce qu'encore une fois c'est un marché avec des marges qui sont minuscules, avec beaucoup de compétition, etc. Et là, on lance du coup notre nouveau produit à destination des créateurs de contenu pour leur permettre de lancer leur propre activité de voyage et vendre des voyages à leur communauté. Et du coup, déjà, c'est excitant de lancer un nouveau produit. D'ailleurs, on fait une campagne Crowdcube pour permettre aussi à notre communauté d'investir dans ce nouveau produit.
Et du coup, ouais, on est clairement dans une phase ascendante financièrement. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas sorti de cash de l'entreprise déjà. C'est un bonheur ultime, quoi, bien plus que de lever 4 millions d'euros. Et du coup, oui, donc là, pour l'instant, tout va bien. Je vais partir en vacances sereinement, tout va bien. C'est marrant, il y a une vraie transition de la Startup Nation où on cramait du cash Ah ouais, à on complètement. devient des bons pères de famille, gestionnaires. Je l'entends dans beaucoup qui viennent sur le Ah, mais le complètement. canapé jaune. Honnêtement, les VC à qui je parlais, les investisseurs à qui je parlais, EBITDA, j'ai l'impression qu'ils ne connaissaient même pas le mot, Mm. quand aujourd'hui, il est franchement, dans toutes les bouches. Donc, non, le mindset a clairement changé sur ce point-là. Merci infiniment d'être venu dans le roller coaster. Merci à toutes Merci les de deux. tes conseils. Je vous invite tous les deux à signer votre passage dans l'émission. Allez, Et merci à vous tous d'avoir suivi ce superbe épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses. On se retrouve dans le prochain. Partagez-le, commentez-le. À très vite.